Avis de gros temps dans l'air du temps, les scandales des passeports diplomatiques et les trafics de visas, comment comprendre un tel phénomène? La stratégie nationale de lutte contre la corruption, quelles sont ses limites? Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre des militaires guinéens qui se sont emparés du pouvoir, quelle lecture? Pour traiter tous ces sujets, l'air du temps reçoit Cheikh Yérim Seck, journaliste analyste, et Dr Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Alassane Samba Diop donne rendez-vous dimanche 19 septembre de 10h à 11h sur la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue, nous sommes dimanche 19 septembre 2021. Merci d'être à l'écoute de l'air du temps qui reçoit aujourd'hui Cheikh Yérim Seck, journaliste, analyste, on ne le présente plus aux Sénégalais, et Dr Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité est très brûlante, surtout avec les passeports diplomatiques et le trafic de visas. La dernière actualité concerne cette vidéo qu'on a sortie du député Bougazeli quand il a été arrêté pour trafic de faux billets. Cheikh Yérim Seck, comment peut-on comprendre ces scandales à répétition dans ce pays? Merci Alassane de m'avoir invité. Je suis très content d'être là en face de l'éminent professeur. Dr Taye. Voilà. Non, vous savez, il y a un certain nombre quand même de facteurs. Je n'ai pas l'impression que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de scandales. Il y a peut-être beaucoup plus de révélateurs. Parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui où les réseaux sociaux sont omniprésents, tout est filmé, tout est relaté, tout est commenté, voire surcommenté. Je pense que la civilisation numérique a beaucoup contribué à amplifier des phénomènes qui peut-être existaient, mais n'étaient pas aussi exposés sur la place publique. Mais enfin, toujours est-il que la question du trafic des passeports diplomatiques, surtout moi en tant que citoyen, m'interpelle, étant entendu que les passeports diplomatiques sont un attribut de la souveraineté de l'État du Sénégal. De ce point de vue, je pense que c'est une question fondamentale qui doit interpeller tout Sénégalais soucieux de l'image du Sénégal à l'étranger. Voilà. Je pense que c'est ce que je peux dire pour l'instant en attendant d'aller plus loin dans le débat. Dr Taye, par rapport à ce scandale qui rythme aujourd'hui la vie de la nation. Oui, merci Alsan. Ces problèmes de trafic de passeports diplomatiques, de trafic de monnaie, de billets, pour moi constituent des procès de l'homme, du citoyen sénégalais. Un citoyen sénégalais qui est engagé dans un processus d'émergence inachevé. On a des textes, on a tout ce qu'il faut, mais si l'homme lui-même qui met en œuvre ces textes n'est pas bien préparé, je pense que le texte n'aura pas de valeur, le texte n'aura aucune efficacité. Donc ici, c'est un procès du citoyen sénégalais, de l'homme sénégalais que je suis en train de voir dérouler devant moi. C'est dû à quoi? Un problème d'éducation, un problème de gestion de l'espace public ou bien un problème de gestion des biens publics? C'est dû à un ensemble de facteurs historiques, de facteurs culturels et notamment de facteurs aussi intellectuels. Vous savez que l'Afrique a eu un développement et dans son développement, il y a eu des fractures, il y a eu des cassures. Toute l'histoire de l'homme a commencé d'abord par la liberté de soumettre son semblable par force, ce qu'on appelle l'esclave. Donc l'homme a débuté à soumettre son semblable. Et ensuite, cet homme qui a fini de soumettre son semblable a évolué pour soumettre des groupes, a créé donc des royaumes. Donc nous étions dans ce genre de processus où la violence avait une mission et un rôle historique et le jouait très bien. Et malheureusement, dans ce processus historique, il y a aussi une autre violence qui est venue s'y mêler, la colonisation. Malgré évidemment que nous avons eu déjà vers le XIIIe siècle
la religion musulmane qui est venue et qui était en chemin de bâtir un homme. Donc tous ces éléments qui ont interagi avec l'homme sénégalais, cet environnement sociologique, culturel, politique a produit cet homme sénégalais qui est dans un processus de citoyennisation. Et là, je me dis toujours, s'il n'y avait pas la colonisation, qu'est-ce qu'on devrait être? On va grandir comme la France a grandi, comme l'Allemagne a grandi, et on va achever notre processus de citoyennisation et on va devenir l'homme que nous avons choisi d'être. Donc c'est un problème de l'homme sénégalais et c'est à ce niveau-là maintenant qu'il faut vraiment réfléchir et essayer d'intervenir. Cheikh Yérim, ça implique quand même des députés à l'Assemblée nationale. C'est pas comme n'importe qui est concerné par cette histoire. Ouais. Non, c'est vrai, je l'évoque tout de suite. Je pense que la gravité de cette affaire réside dans le fait qu'il s'agit du passeport diplomatique, qui est l'attribut essentiel de l'officiel sénégalais en dehors des frontières du Sénégal, parce que même le président de la République voyage avec un passeport diplomatique. Mais ça implique des députés, c'est-à-dire des représentants du peuple, les tenants de la souveraineté populaire. Et alors que le sang des résistants à la domination coloniale gicle encore sur cette terre nouvellement indépendante du Sénégal, moi je suis choqué de voir, rien qu'à l'idée de me dire que l'ambassadeur de France, en tant que des députés, c'est-à-dire des tenants, des attributaires de notre souveraineté, trafique des visas, trafique des passeports diplomatiques pour permettre à des Sénégalais d'entrer en France. Voilà. Maintenant, tout ça pose un problème de fond. Qu'avons-nous fait de nos indépendances? Pourquoi, après avoir violemment réclamé notre indépendance, après avoir résisté à travers des rois, après avoir, à travers des syndicats, des mouvements politiques réclamés à corps et à cri notre indépendance, en l'espace de 2 générations, les jeunes sont obligés d'emprunter des embarcations de fortune pour échouer au fond de l'océan? Ça pose un vrai problème. C'est-à-dire, qu'avons-nous fait de nos indépendances? Quel est le défi? Parce qu'à mon sens, la réponse à des problématiques de ce type n'est pas que pénale, n'est pas que punitive. La réponse doit être aussi une réflexion profonde sur l'état de notre société, la place des jeunes, quel avenir nous donnons à ceux qui naissent dans ce pays, etc. Et comme tu dis, Alassane, ça c'est une problématique qui touche à l'éducation, qui touche au façonnement de l'homo sénégalensis, c'est un problème qui touche au leadership du pays, c'est un problème qui touche aux opportunités qu'on doit mettre en place. C'est ça la vraie problématique. C'est-à-dire pour moi, c'est la leçon fondamentale qu'il faut tirer de ça. Cheikh Yérim a posé le débat sur la profondeur de la crise, qu'il faut vraiment aller dans les tréfonds pour la sortir et l'examiner. Parce que des jeunes comme Y'en a marre, qui étaient considérés comme étant le fer de lance d'une lutte démocratique, que ces jeunes se retrouvent aussi dans une situation de trafic de visas. Est-ce que quelque part, c'est parce que l'État n'a pas apporté de réponse à leurs préoccupations de jeunes, d'emploi? Oui, je pense que c'est un peu réducteur d'analyser le comportement d'un citoyen sur une base simplement économique. Moi, je viens du village. J'ai vécu dans un environnement où je portais un seul habit. J'ai vécu dans un environnement où je mangeais ma bouillie de maïs, mon koyam de niébé. En fin de compte, je me nourrissais bien, j'étais bien portant. Quand je me remuais, je sentais même l'énergie dans mon corps qui s'exprimait. Mais je n'avais pas un problème de pauvreté. Je ne me sentais pas pauvre parce que les gens qui sont en face de moi, ils étaient comme moi. Ils étaient habillés avec une culotte, ils mangeaient le même truc. Donc, on était en harmonie. Et toute l'éducation que nos parents ont déposée sur nous était une éducation stable, qui nous permettait vraiment d'interagir et d'interagir correctement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que nous avons vécu dans une société de la communication. Donc, là où j'étais dans mon village en vase clos, et que
ma conscience n'était pas contaminée par des éléments extérieurs, j'étais stable. Mais au moment des réseaux sociaux, au moment de la télévision, de la radio, des voyages, alors il y a eu maintenant des contaminations. Ces ouvertures-là ont fait que mon fils lui-même, aujourd'hui, vit à l'heure de l'Amérique. Il ne vit pas à l'heure du Sénégal, encore moins de mon village. Et ce qui va poser un problème, parce que son environnement n'est pas un environnement américain, mais sa conscience a été captée par un autre monde. Et donc l'interaction entre les deux, ça produit toujours le déséquilibre. Et cela justifie le trafic? Cela ne justifie pas un trafic. Je dis qu'on ne peut pas réduire ces comportements-là à un seul élément. L'élément, vous prenez que le Sénégal, c'est 95 millions, dis-moi, c'est 95% de musulmans. Dit-on. Si nous tous, nous croyons fermement aux musulmans, il n'y aura pas de corruption. Si nous tous, nous sommes de véritables croyants, il n'y aura pas d'infidélité, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. C'est parce qu'en fin de compte, il y a quelque part quelque chose qui fait qu'il y a un déséquilibre chez nous. Et ce quelque chose-là, c'est ces courants extérieurs que nous n'arrivons pas à maîtriser. Et comme l'éducation aussi manque l'instruction, et je dis toujours que autant nous n'avons pas de souveraineté alimentaire, autant nous n'avons pas de souveraineté politique, autant nous n'avons pas de souveraineté sanitaire, nous n'avons pas de souveraineté intellectuelle. Les intellectuels sont responsables à 90% de l'échec de l'Afrique. Ce n'est pas les politiciens en fait. C'est les intellectuels qui conçoivent les programmes. C'est les intellectuels qui exécutent les programmes. C'est les intellectuels qui contrôlent les programmes. Les politiciens ne font que décider ces programmes-là. Et donc, quand vous n'avez pas une souveraineté intellectuelle, quand vous confondez tout, quand vous n'arrivez pas à proposer des concepts, il y a un déficit dans le commerce des idées, un déficit de la balance commerciale. Je veux dire que nous n'exportons pas des concepts, nous importons les concepts. Et quand on importe les concepts, on les traduit extrêmement mal, non seulement du point de vue du texte, mais aussi du point de vue comportemental. Mais concernant Y'en a marre, Cheikh Yérim Seck, pourtant il y avait un concept qui a été développé par les jeunes, le nouveau type de Sénégalais. Moi, d'abord, je veux dire à l'intention du professeur que je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Les intellectuels africains, depuis l'indépendance, n'ont rien conçu du tout. C'est-à-dire, il y a une sorte de bien-pensance occidentale développée à travers des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, etc. Puis à travers des institutions publiques comme par exemple l'idée développée en France au début des années 90 par François Mitterrand sur la nécessité de se reconvertir tout de suite à la démocratie, etc. Donc voilà, donc, nous n'avons rien conçu depuis l'indépendance. Vraiment, s'il y a faillite intellectuelle, défaite intellectuelle, c'est la défaite intellectuelle des idées qui ont été jusqu'ici importées, mécaniquement appliquées par nos politiques, en dépit de l'extranéité de ces concepts et de leur inadéquation à notre environnement. C'est ça la réalité. Tout le reste, pour moi, c'est du bavardage stérile. Bon, le chaos moral qui semble aujourd'hui frapper Y'en a marre, pour moi, c'est symptomatique de l'état de notre société. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, Y'en a marre qui devait constituer une sorte de conscience vivante de la revendication d'une jeunesse légitime dans ses attentes, fondée dans ses revendications, fondée dans son combat, malheureusement sombre dans un chaos moral indescriptible. C'est pas souhaitable, mais vous savez, c'est un peu comme ça la dynamique des sociétés. Vous savez, Alassane, on arrive, toi et moi, souvent à discuter du Sénégal, mais l'argent, le rôle de l'argent, la place de l'argent, n'est-ce pas, l'idée de jouissance, l'idée de tech, c'est-à-dire de réussite sociale, tout ça, malheureusement vampirise dans l'ordre des valeurs beaucoup de, je veux dire, vampirise la place sociale dans l'ordre des valeurs. C'est ça aussi la réalité de l'homo sénégalensis d'aujourd'hui.
Parce que ceux qui sont de Y'en a marre, comme ceux qui sont dans la politique, tout comme le policier qui est sur la circulation, sont tous des Sénégalais. C'est-à-dire ici, personne ne vient du ciel. Voilà, tout le monde est d'extraction sociologique sénégalaise. Et dans notre sociologie, dans notre façon de vivre, la place de l'argent, la convoitise de la réussite, cette sorte d'empressement même de la course vers l'argent, etc., surtout depuis l'ère Abdoulaye Wade, ont eu dans notre vie de tous les jours une place centrale. Donc, c'est ce que font nos politiciens, c'est à peu près ce que fait l'agent de l'ordre chargé de la circulation routière, c'est un peu ce que font certains éléments de la société civile, c'est ce que font certains journalistes. Voilà, personne ne vient du ciel, quoi. Je dis, c'est ça aussi la réalité c'est important. de notre société. Ça nous permet de parler justement de la stratégie mise en place de lutte contre la corruption. Est-ce qu'elle est efficiente dans une société où l'argent est mis en avant et qu'aujourd'hui l'aspectabilité, on l'a parce qu'on a de l'argent. Même dans ta propre famille, le respect qu'on te doit, c'est d'abord dû à ta capacité financière, entre guillemets. Est-ce qu'on peut lutter valablement contre la corruption dans un pays qui fonctionne comme ça? Oui, je veux le dire tous à Cheikh Yérim, nous avons la même position sur l'intellectuel. C'est exactement ce que je voulais exprimer, ce que vous venez d'exprimer. L'autre aspect, c'est sur Y'en a marre, Kilifeu. Au-delà du délit de droit commun, ils sont coupables aussi d'un délit d'escroquerie politique d'une image de révolutionnaire. Ils n'ont pas été ces révolutionnaires qu'ils voulaient renvoyer cette image-là, ils ne l'ont pas, qu'ils voulaient renvoyer, et ils ne le sont pas. Donc c'est une culpabilité. Ils sont coupables donc de ce délit, n'est-ce pas, d'escroquerie politique, n'est-ce pas, de se réclamer de révolutionnaires. Et je crois que c'est ça qui fait que leur cas intéresse tout le monde. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un délit commun, c'est un droit commun, ça se fait chaque jour. Voilà. Donc si aujourd'hui, ils intéressent les Sénégalais, leur cas intéresse les Sénégalais, c'est parce qu'ils ont été coupables de ce délit-là, ils ont escroqué à l'opinion une image qu'ils ne se représentent pas. Maintenant, au niveau de la corruption, vous savez que c'est aussi une histoire dans la politique. Quand Houphouët-Boigny disait à ses ministres, prenez de l'argent, enrichissez-vous, ne sortez pas l'argent de ce pays. À l'époque, Senghor et Abdou Diouf créaient ce qu'on appelle le compte K2 et voulaient gérer la corruption, et le résultat, c'était la disparition de la Banque nationale de développement. Et Houphouët-Boigny a réussi ce que Senghor n'a pas réussi, parce que Houphouët-Boigny ne pouvait pas contrôler la corruption. Il a dit, ne sortez pas l'argent. Et il est sûr que quand l'argent ne sort pas, l'argent restera dans le pays et tournera dans le pays. Ça va venir jusqu'à Alassane, ça va venir jusqu'à Yérim, et c'est comme ça qu'il a développé la Côte d'Ivoire. Et toute l'Afrique occidentale s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment une intelligence politique. Je ne justifie pas ça, mais les faits lui ont donné raison. Donc le problème de la corruption est lié d'abord au clientélisme politique. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne peut pas faire de la politique sans argent. Et moi, je ne peux pas entretenir 10 000 personnes si je ne prends pas l'argent de l'État. Avec mon salaire, c'est impossible. Donc ça a amené les Bogazeli, etc., à faire ce qu'ils ont fait. La lutte contre la corruption, c'est aussi la pauvreté. Quand je suis pauvre, je perds ma morale, je perds mon ressort moral. Et moi, je pense qu'il faut identifier ces causes-là et essayer, en fin de compte, de travailler sur ces causes-là. Donc, il faut faire en sorte qu'on revienne sur les fondamentaux de la démocratie. Apprendre aux Sénégalais qu'on n'achète pas une conscience, qu'on n'achète pas une carte, etc. Et travailler dans ce sens-là. Et si nous travaillons dans ce sens-là, les responsables, les ministres ne vont plus voler pour leur distribuer. C'est comme si la masse dit, voilà, allez-y dans les caisses, prenez et donnez-nous. Alors, si on lutte aussi contre la pauvreté,
alors on arrivera justement à ce que finalement les gens aussi ne vont pas comme tomber facilement sur cet appât-là qu'on appelle argent. Voilà. Donc moi je pense que ces deux aspects-là sont beaucoup sur le phénomène de corruption. Et la stratégie de lutte contre, la stratégie nationale de lutte contre la corruption ne peut être efficace que si le Sénégalais qui le met en œuvre n'est pas corrompu. Mais le problème, c'est que ceux qui le mettent en œuvre sont aussi des Sénégalais et ils sont aussi tentés d'être corrompus. C'est ça notre grand problème. Donc, ciblons l'homme, travaillons sur l'homme et essayons de faire un homme qui est un homme vraiment authentiquement citoyen et authentiquement musulman ou chrétien. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Dr Abdoulaye Taye, qui est enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey, et Cheikh Yérim Seck, journaliste analyste. Cheikh Yérim, est-ce que les limites de la lutte contre la pauvreté n'est pas seulement due au fait qu'elle soit répressive, qu'on ne travaille pas à développer le pays, à permettre au Sénégal de sortir de la pauvreté pour être moins tenté d'aller prendre l'argent ailleurs. Voilà, ça veut dire que tout est lié au fait. Dans un pays comme Rwanda, les salaires ont été multipliés par 10 en l'espace de 20 ans. Tout est lié au fait. Le fonctionnaire sénégalais est mal payé. C'est une réalité. Par rapport à son équivalent ivoirien, il n'y a pas match. Tout est lié. C'est-à-dire, dans un pays, lutter contre la corruption, c'est en même temps améliorer le niveau de vie global de la population. C'est important. Le développement, c'est une mentalité du changement social. Vous savez, la corruption, c'est d'abord aussi une mentalité liée souvent à la pauvreté, à la fragilité, à la précarité des conditions de vie, etc. Parce que la meilleure façon de lutter contre la corruption dans ce pays, encore une fois, c'est de développer tout simplement ce pays. Parce que l'expérience a montré que le développement est proportionnel, n'est-ce pas, à l'éradication de certains fléaux comme la corruption. Maintenant, le Sénégalais étant ce qu'il est, ayant le rapport que l'on sait à l'argent public, ce que dit le professeur aussi est intéressant. C'est vrai que ceux qui en général gèrent les caisses de l'État sont impliqués sur la scène politicienne. Et on connaît l'importance du clientélisme, etc. Donc voilà. Et puis on est arrivé à une période, à un moment de notre histoire où il n'y a plus de pudeur au fait. J'imagine que sous Senghor, sous Diouf, les gens volaient. Mais à l'époque, il y a un certain type de voiture, un certain standing de villa que les fonctionnaires n'osaient pas se permettre de conduire ou d'habiter. Le fait est que depuis Abdoulaye Wade, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de limite en termes d'ostentation, et que les fonctionnaires sont ouvertement milliardaires. Tout le monde le sait, ça ne choque personne. C'est un peu ça qui a changé. Et l'autre chose qui a changé, c'est que voilà, plus on est sur un poste digiteux, plus on est incité par l'autorité à faire de la politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on est sur un poste digiteux, plus on est incité à voler de l'argent pour alimenter une clientèle politique. Donc tout ça qui fait que tout se tient en fait dans cette problématique, tu vois, le clientélisme, la corruption, etc., etc. Bref, le jour où on développera ce pays, le jour où on paiera mieux les fonctionnaires, le jour où il y aura une activité économique dans laquelle, y compris ceux qui ont de l'initiative, peuvent s'épanouir, gagner de l'argent, il y aura mécaniquement moins de corruption. Donc la lutte contre la corruption, c'est en définitive le combat pour le développement. Mais est-ce que justement il faut dépolitiser certains postes de responsabilité dans ce pays pour que les fonctionnaires restent au service de l'État, au lieu qu'on les incite à faire de la politique, sinon ils sont dégommés? Oui, j'ai entendu des choses comme ça. Vous savez, on ne peut pas, parce que la politique, c'est aussi l'expression de la démocratie. Si on veut avoir des responsables politiques, il faut les rémunérer. Moi, je ne vais pas aller dans le département de Dagana, quitter à 11h du matin aujourd'hui, faire tout le département de Niche jusqu'à 11h le lundi et venir avec Alassane Samba Diop qui est assis ici, avoir les mêmes chances de diriger quelque chose. Donc la motivation, elle est personnelle. Quand je l'ai dit, les gens, j'ai dit que si on ne motive pas les politiciens, personne ne fera de la politique.
Si moi je fais de la politique, on me donne un 2 chevaux, voilà, Cheikh Yérim vient avec sa 4x4, je ne vais plus faire de la politique, je vais faire autre chose. Donc j'ai entendu des gens dire, voilà, tel poste, il faut mettre ça, comment... appel d'offres, des trucs comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut motiver parce que la politique, elle est difficile. La politique, elle est compliquée, ça a de l'énergie, tu exposes ta famille, tu exposes tout. Voilà, donc il faut motiver ces gens-là. Moi, je pense qu'il va falloir maintenant que l'Europe, par exemple, tu n'oses pas prendre 50 € et donner à un citoyen pour voter, mais ta carrière est arrêtée. Voilà. Donc, il nous faut arriver à des situations comme ça où, en fin de compte, on fait de la politique sur la base de programmes, sur la base d'idées, sur la base, justement, de solutions alternatives. Mais justement, est-ce que justement la question de fond que Cheikh Yérim va poser se résume en question de développement? Si le pays est développé, il y a assez de ressources de richesse, les gens seront tentés moins d'aller même faire de la politique parce qu'ils peuvent faire autre chose. Naturellement, c'est toujours ça. Je dis toujours, nous sommes dans un pays sous-développé et pauvre. Ce n'est pas dans les pays développés et riches. Et quand on est dans les deux situations, il faut savoir comment il va falloir manager ces situations-là. Mais nous, on importe tout, on envoie tout. Et puis, on veut vraiment faire comme ce que l'Amérique fait, comme ce que la France fait. C'est pas possible. Mais pourquoi aujourd'hui il y a moins de corruption, même s'il y en a aussi, au Rwanda que dans d'autres pays africains? Oui. Regardez, d'ailleurs, on va voir arriver sur l'état de cette démocratie-là, ici, dans nos pays-là. Quand vous prenez le cas du Rwanda, Kagame va faire presque 30 ans là-bas. Il y a une stabilité, alors qui lui a permis évidemment d'asseoir une légitimité et qui fait évidemment qu'il peut prendre certaines mesures. Mais regardez ici au Sénégal, à Touba, il y a une liste dans la commune qui ne respecte pas la parité. C'est-à-dire même la loi républicaine n'est pas respectée. Et personne ne dit mot. Ni la société civile, ni l'opposition, ni activistes, ni les femmes qui parlent de parité, etc. Personne ne le dit. Alors, ça pose un problème. Si Tivaouane faisait ça, si Niassène faisait ça, si Yoff faisait ça, ça pose un problème. La République va s'écrouler. Voilà. Et pourquoi nous avons eu ce problème-là? C'est parce qu'on a importé des concepts, parité, égalité, nanana, alors on les a mis. Alors ça ne correspond pas à notre réalité sociologique. Et c'est à ce niveau-là que d'abord, il y a un problème d'incompatibilité qui est assujetti à une illégibilité. En fin de compte, je peux même dire que c'est pas une légitimité suffisante des dirigeants pour taper sur la table. Ils ne peuvent pas le faire. Macky Sall ne peut pas le faire. Personne ne peut pas le faire dans ce pays-là. Mais au Rwanda, Kagame peut le faire. Il peut prendre des décisions impopulaires, les imposer et tout le monde suit. Voilà. Donc il y a une faiblesse, n'est-ce pas, de nos pouvoirs qui sont là. Et ces faiblesses-là, c'est parce que nous avons un État démocratique qui est instable. On a mis tout. L'espace politique, c'est l'espace des partis politiques. Mais dans cet espace des partis politiques, on a mis société civile, on a mis activistes, on a mis n'importe quoi dedans. Et quand c'est fait comme ça, ça fait le bruit que ça fait comme ça et personne ne peut prendre une décision. Si je le comprends en filigrane, et il veut dire que la démocratie en Afrique ou bien au Sénégal n'est pas compatible avec le développement. Que la contestation empêche de prendre des décisions. Moi, j'ai toujours dit que, en tout cas, tous les pays qui se sont développés récemment ont connu au moins 20 ans de pouvoir fort. Que ce soit Singapour, que ce soit la Malaisie, que ce soit même la Chine avec Deng Xiaoping, que ce soit... C'est comme ça. Même les pays qui sont développés en Afrique, aller au Maroc, aller en Libye, partout, voilà. Donc la démocratie, l'alternance est quelque part incompatible avec le développement dans le long terme? Non, en Afrique noire, par exemple, les deux pays les plus développés, en tout cas l'économie qui se porte économiquement le mieux, le Rwanda et le Botswana, c'est des pays où il y a un pouvoir fort. Et le Ghana aussi, voilà. Avec Rawlings. Donc c'est pour vous dire que à un moment donné, il faut de l'ordre.
Parce que la démocratie a aussi un inconvénient sous nos cieux, c'est qu'il développe beaucoup de clientélisme. Et ce clientélisme, malheureusement, affaiblit parfois le pouvoir central et lui impose des concessions qui ne sont pas nécessairement compatibles avec l'intérêt général. Ça aussi, c'est un constat. Il y a une sorte de causation. Voilà, c'est une sorte de constat. Bon, bref, maintenant, au-delà de tout, vous voyez, Alassane, il y a presque une corrélation entre le développement et le niveau de corruption. Ce n'est pas un hasard si c'est au Botswana et au Rwanda que le niveau de corruption est le plus bas en Afrique noire. C'est dire que la lutte contre la corruption, tout ça, le développement, tout ça, le sous-développement, tout est une question de mentalité au fait. D'où l'importance aussi de l'éducation. Moi, je pense que dans ce pays-là, on inverse l'ordre des priorités. Il faut former les gens. Il faut faire de très bonnes écoles dans ce pays. Il faut former les gens. Parce que former les gens, c'est gagner un niveau d'éducation, donc un niveau de conscience citoyenne, un niveau de responsabilité, un niveau de compétence. Et plus on est compétent, plus on a de la conscience citoyenne, moins on est enclin à la corruption. Donc c'est un ensemble qui se tient au fait. Vous voyez, au-delà des slogans, il faut développer, à mon avis, une éducation. Tu sais, un jour, on discutait, Alassane, toi et moi, tu m'as dit on doit développer dans ce pays le plan Sénégal éducation. Je pense que la solution à nos problèmes passera par ça. Vous savez, à tout point de vue, notre pays est comparable à la Tunisie. On a la même population, la même ressource stratégique, le phosphate. On a presque la même évolution démographique. Et si le PIB de la Tunisie, après 60 ans d'indépendance, a pu être plusieurs fois supérieur à celui du Sénégal, c'est parce qu'en Tunisie, l'éducation a connu des bons spectaculaires pendant que nous, notre école sombrait de jour en jour. Il faut éduquer. Parce que nous, on a été victime de plans d'ajustement structurel, de volontariat et vacataria dans l'éducation. Voilà. Il faut éduquer, il faut former. Parce que plus on éduquera, plus on formera, plus le pays se protégera de certains travers. Au-delà même de la corruption, mais rien que l'incompétence, la gabégie, le népotisme, tout ça, ce sont plus ou moins des corollaires de la malformation, de la maléducation, n'est-ce pas? Tout est lié en fait dans ce pays, tout se tient. Nous allons à côté de chez nous, c'est nos voisins en Guinée. Oui. On a vu que la junte a pris le pouvoir après avoir dénoncé le comportement d'Alpha Condé et sa gestion du pays. La CEDEAO est partie là-bas, comme d'habitude, à sanctionner en demandant à la junte très rapidement de remettre le pouvoir aux civils. Quelle analyse peut-on faire par rapport à la réponse de la junte en disant c'est aux Guinéens de décider pour la Guinée? Moi, je pense que je suis d'accord avec la CEDEAO. En démocratie, les sources de pouvoir, c'est les élections. La source du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, c'est des élections. Ce n'est pas un coup d'État. Le pouvoir exécutif qui est élu transfère une part de sa légitimité électorale au pouvoir judiciaire. C'est pourquoi d'ailleurs poser le problème de la séparation du pouvoir judiciaire et de l'exécutif, c'est un faux problème. Parce que c'est le pouvoir exécutif qui lui a donné sa légitimité. Ce sont des technocrates qui agissent. Alors, les coups d'État, il y avait même une période où c'était beaucoup plus intense. Maintenant, c'était une période où pratiquement ça cohabitait avec les partis uniques. Parce que quand on est sorti des indépendances, les intellectuels avaient compris qu'il fallait aussi faire des partis uniques, qu'il fallait vraiment ne pas disperser les forces. C'est vers les années 80 et que finalement tout le monde a pensé qu'il fallait faire du multipartisme. La démocratie multipartisane aujourd'hui même a ses limites, même en Europe. Nous avons vu que même François Hollande n'a pas eu même le courage de demander un second mandat. Trump, dans la tradition, c'était presque 2 mandats, mais il a été évacué après un seul mandat. Cette démocratie multipartisane versus la démocratie monopartite de la Chine,
a presque discrédité les partis politiques, d'où l'émergence de sociétés civiles, l'émergence d'activistes, pour évidemment, en tout cas, prendre la défense des populations. Donc, cette démocratie-là a des problèmes. C'est pourquoi je dis que les coups d'État que nous avons vus font aussi le procès de l'état de ces démocraties-là. Et moi, je suis sûr et certain, quand l'Afrique continue sur ces genres de démocratie où les oppositions sont pressées, limitation de mandat, où les jeunes sont pressés, activistes, alternance générationnelle, non. Si on continue à être pressé comme ça, on va tout foutre en l'air. Aujourd'hui, c'est ce qui nous a menacés. L'Afrique n'a pas besoin d'alternance. Ah oui? Ah oui, n'a pas besoin d'alternance politique, encore moins d'alternance générationnelle. Elle a besoin quoi? D'alternative? D'alternative, de solutions alternatives pour régler ce problème-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un problème de souveraineté politique et de souveraineté intellectuelle qui fait que nous ne pouvons pas penser à notre propre développement. C'est des gens qui pensent à notre place. Ils ont envoyé des sociétés civiles qui sont là en train de raconter n'importe quoi et qui sont opaques dans leur financement. Aucune société civile ne peut te dire qu'ils le financent. Et ils sont en train de porter le combat de l'extérieur. C'est comme ces femmes aussi qui nous parlent de parité, d'égalité, de ceci. Là aussi, ils sont en train de porter le combat de l'idéologie de l'homosexualité, sans pour autant le savoir. Ces combats-là ne sont ni le combat de la société civile, ni le combat des femmes. C'est le combat d'autres qui sont à l'extérieur et qui veulent maintenant exploiter notre société à fond, le déstabiliser et l'exploiter à fond. Moi, je pense que les coups d'État, il faut les condamner. Il faut que les coups d'État cessent. Je ne vois pas de coup d'État qui a réglé un problème. Ni Jerry Rawlings, ni Thomas Sankara, ils n'ont pas réglé ce problème. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'étais à la frontière du Ghana, mais la Côte d'Ivoire était aimée par les Burkinabés et les Ghanéens. Les coups d'État, certains pensent qu'il y a des alternatives. Monsieur le professeur, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Absolument pas. Pour moi, la CEDEAO n'a aucune légitimité aujourd'hui pour nous parler de démocratie. Si vous dites démocratie, c'est que justement, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est un opposant historique qui, à la faveur... Qui est devenu historique. Je vais dire même historique. Tu vois, pour dire qu'il y a un lapsus révélateur. Un opposant historique qui, au contact avec le pouvoir, s'est mué en une sorte de dictateur. Et de dictateur sanguinaire d'ailleurs. Parce que, est-ce que vous savez que sous Alpha Condé, au moins 300 Guinéens sont morts sous des barres réelles de militaires? Et on dit qu'on est dans une démocratie. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est que après 2 ans, 2 mandats, issus d'élections manifestement truquées, ça tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Alpha Condé a fait ce qu'on appelle de l'abolitionnisme constitutionnel. C'est-à-dire que la Constitution de 2010 qui faisait l'unanimité qui était le fruit d'un accord historique pour instaurer définitivement, ancrer l'état de droit, la démocratie en Guinée, n'était plus convenable aux yeux d'Alpha Condé, simplement parce que l'article 154 de cette constitution dit que la clause limitant les mandats est insusceptible d'être modifiée. Qu'est-ce qu'il fait Alpha Condé? Il crée une constitution de toutes pièces. Or, la volonté populaire des Guinéens pour s'imposer au pouvoir, je dis, la CEDEAO était là. 40 Guinéens sont morts à la faveur de cette mascarade, à la faveur de cet abolisme constitutionnel. La CEDEAO n'a pas pipé mot. La CEDEAO n'est pas fondée aujourd'hui à dire quoi que ce soit à la Guinée, ni aux Guinéens. C'est ça la réalité. Je dis, si vous me dites que la démocratie doit être le mode de dévolution normale du pouvoir, je suis d'accord avec vous. Si tant est qu'il y a la démocratie. En Guinée, ce qui s'est passé, c'était même pire qu'une dictature. Tout un pays capitalisé par un homme et son clan, qui pille les ressources publiques de façon... Mais attends, 4 milliards de dollars, rien qu'en bauxite en 2020,
dans un pays où il n'y a pas un seul échangeur, où il n'y a pas d'eau courante, ni de distribution correcte d'électricité, où les écoles sont dans un chaos total, où la santé est inexistante, où il n'existe aucune forme d'assainissement. C'est ça la démocratie? Non, on ne veut pas de cette démocratie-là. Donc vraiment, moi je pense que le chef de la junte, encore une fois, Mamadou Doumbouya, a été à la hauteur de la situation. Ce qu'il dit est d'autant plus important qu'il y a eu un précédent historique en Guinée où on a précipité une transition qui a donné, ce Alpha Condé, un règne chaotique, 11 ans de régression permanente dans tous les domaines, suivant tous les indicateurs de développement humain, la Guinée a reculé. Donc ce qu'il faut, c'est une vraie transition, une vraie réflexion, une très bonne constitution, un consensus politique fort. En Guinée, il n'y a même pas de fichier électoral. Dans un pays où il n'y a pas de fichier électoral, comment on peut organiser une élection en 6 mois? C'est pas possible. C'est ça la réalité. Donc, je pense que même climatiquement, dans 6 mois, il va pleuvoir en Guinée, il n'y a pas possibilité de faire une élection. C'est pas possible. Quand il pleut en Guinée, il n'y a pas possibilité de faire une élection. C'est dire que même je veux dire, la CEDEAO ne connaît même pas les contraintes climatiques de la Guinée. Donc moi je pense que ce qu'il faut, c'est, comme dit Mamadi Doumbouya, la Guinée doit se concentrer sur elle-même, prendre 1 an, voire 1 an et demi pour faire une vraie constitution, un fichier électoral, une vraie identification nationale, procéder à des élections pour une fois incontestables dans le pays. Je pense que c'est ça qu'il faut. Et puis moi je pense aussi que, professeur, je pense que aussi, c'est mon avis, hein, pour moi, l'alternance c'est la respiration de la démocratie. Et l'usure du pouvoir, c'est une réalité en Afrique. Hein. Plus les gens durent au pouvoir, plus ils vont porter à multiplier les gaffes, malheureusement, professeur. Donc je pense qu'en ça, l'alternance est quelque peu salutaire. Vous savez, les 12 ans de d'Abdoulaye Wade au Sénégal ont changé énormément de choses. Ça, par exemple, c'est un des fruits de l'alternance. Tu vois, parce qu'après les 20 ans de surplace de Diouf, il fallait un souffle nouveau. Tu vois, l'arrivée de Macky Sall, quoi que l'on veuille dire, en dépit de ses défauts, tout ça, a aussi réorienté un certain nombre de choses. L'alternance n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais, bon, évidemment, je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'alternance pour l'alternance n'a pas de sens. Mais l'alternance, pour moi, c'est dans l'ordre normal de la respiration démocratique. Maintenant, l'alternance n'est pas forcément une alternance générationnelle. C'est une alternance politique, une alternance de programme, de vision, de pratique du pouvoir. Voilà. Parce que les militaires demandent à avoir du temps. Parce qu'ils pensent qu'il faut réorganiser la Guinée. Ouais. Alpha Condé lui-même, quand il est venu au pouvoir, il disait qu'il a hérité d'un pays et pas d'un État. Oui. Je n'ai pas approuvé la politique d'Alpha Condé. Moi, j'ai apprécié la position de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un ensemble d'États qui sont élus, je pense, et qui sont élus démocratiquement. La CEDEAO, je pense. La CEDEAO. Oui. Mais la CEDEAO, en tout cas, la majorité écrasante, c'est des présidents qui sont élus, je pense. Oui, mais ce n'est pas des États. Je ne vais pas apprécier. Oui, mais c'est un syndicat de chefs d'État. Non. C'est votre appréciation. Non, la réalité. Laisse-moi terminer. Non, je vais juste faire une précision sur la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO, telle qu'elle fonctionne, c'est un syndicat de chefs d'État qui se protègent mutuellement dans des manœuvres comme les changements constitutionnels. C'est des gens qui veulent réprimer leur peuple dans le silence total de leurs voisins. C'est ça aujourd'hui la réalité concrète du fonctionnement de la CEDEAO. Aujourd'hui, on peut tuer des Africains, traficoter des constitutions, organiser des élections volées, sans qu'il y ait un seul mot de la CEDEAO. La CEDEAO ne s'agite, la CEDEAO ne sort des résolutions que lorsqu'il y a coup d'État. Moi, je préfère le coup d'État à la dictature. Hein. Pour moi, le coup d'État et la dictature, il n'y a pas de comparaison possible. Parce que pour moi, le coup d'État, quand il met fin à une dictature, est salutaire. Monsieur Taï, allez-y. Oui, là, c'est un jugement de valeur. Et dans le principe, je ne fonctionne pas comme ça. Dans le principe, je fonctionne sur des bases. Ce sont des présidents qui sont élus, donc ils représentent leur peuple. Macky Sall, dans la CEDEAO, représente le Sénégal. Est un président élu. Donc, moi, c'est comme ça que je vois. Maintenant que Macky Sall est dans un syndicat où on protège, etc., là, c'est un jugement de valeur.
Chacun est libre de juger comme il veut. Mais c'est la réalité. Voyez-vous, mais ce sera comme ça. Bon, et ça va regrouper toujours des présidents révolutionnaires, des présidents que vous estimez, des présidents que vous n'estimez pas extra, mais c'est une structure où, en fin de compte, ce sont des présidents qui sont élus démocratiquement, qui sont représentés là-bas et qui représentent leur continent et qui représentent leur pays. Donc la position de la CEDEAO est une très bonne position. Mais certains souffrent que quand il y a des tueries dans les pays, la CEDEAO réagit rarement. Parce après le deuxième, par exemple, troisième mandat d'Alpha Condé, il y a eu beaucoup de morts. Ouais. Il y a eu des gens qu'on a trouvés à domicile, on a tiré à vue. L'opposant de l'Angelo systématiquement empêché de sortir du pays, son passeport confisqué. Et on n'entend pas la CEDEAO. Oui. Le cas de la Guinée, le cas d'Alpha Condé, qui était d'ailleurs un révolutionnaire, parce qu'il était très lié à des révolutionnaires, des communistes, etc., et qui, à un moment ou à un autre, a dégénéré. Disons que c'est une dégénérescence, au contact surtout du pouvoir. Parce qu'il y a plein de gens qui sont des révolutionnaires, etc., quand ils font dès qu'ils arrivent au le pouvoir, contact avec le pouvoir, c'est totalement, ils sont complètement contaminés et ils sont démasqués. Le cas d'Alpha Condé, c'est un cas regrettable, comme il l'a bien décrit. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit effectivement utiliser un coup d'État pour l'enlever. Moi, je dis, le coup d'État, celui qui a fait le coup d'État, on ne le connaît même pas. Ça, c'est vrai prendre un État par des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut même pas souvent contrôler, et maintenant, la fin, on verra. Le Mali est là, on ne sait même pas la fin. Donc ce sont des choses, on ne doit pas, parce que lui il est mauvais, il faut faire encore une action beaucoup plus mauvaise, pire que ce qu'il est en train de faire. Parce qu'un coup d'État, c'est les institutions qui sont suspendues, c'est tout un ensemble de choses qui sont suspendues. Et le gars qui est venu, il n'est pas contrôlé par cette société-là, parce que la société ne connaît pas cet homme-là. Donc moi je condamne les coups d'État. Voilà. Je condamne les coups d'État et je dis il faut du principe démocratique. Mais est-ce que les premiers jalons qui ont été posés par la nouvelle junte ne vous rassurent pas en convoquant la société civile, tout le monde discuter? On l'a toujours fait, c'est toujours les mêmes méthodes. Ah, d'accord. C'est les mêmes choses. Vous pensez que c'est la même chose? En Afrique, on répète les mêmes choses. Voilà, il n'y a pas quelque chose de différent. Voilà, on répète, on essaie, voilà, de tempérer l'opinion, de jouer avec l'opinion jusqu'à au Mali. C'est le mouvement citoyen qui a mis en mal Boubacar Keïta. C'est eux-mêmes qui ont poussé l'armée à prendre le pouvoir. Et quand l'armée a pris le pouvoir, où est-ce qu'ils sont, ces gens qui contestaient? On ne les voit pas. Et est-ce que ce que les militaires font, ils l'approuvent? Je ne le pense pas. Alors nous sommes dans cette situation-là. Ici aussi, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, le gars, il est là. Bon, on a raconté son histoire, etc., qui ne rassure personne. Voyez-vous? Alors, maintenant, on va voir. Mais moi, dans le principe, oui, je suis pour un régime démocratiquement élu. La source de pouvoir, c'est les élections en régime démocratique. Est-ce que le premier jalon posé par la junte vous rassure? Non, moi, autant il ne rassure pas, monsieur le professeur, autant moi, la junte en Guinée me rassure. Parce que d'abord, c'est un pouvoir qui jusqu'ici a fait preuve de beaucoup de responsabilités et jusqu'ici a conduit pour moi une transition sans faute. Jusqu'ici en tout cas, jusqu'au moment où on parle. Maintenant, ce qui s'est passé en Guinée, c'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune norme constitutionnelle en Côte d'Ivoire qui dit que si le candidat pressenti meurt, ça donne le droit à un candidat sortant de faire plus de 3 mandats. Voilà. C'est ce qu'Alpha Condé a dit. C'est ce que Alassane Ouattara a dit. Bon, j'avais préparé un candidat qui est mort. Je n'ai pas d'autre choix que d'être... Non, c'est du n'importe quoi. Alassane, moi je pense que la CEDEAO a perdu toute crédibilité. Toute crédibilité pour gérer les questions démocratiques en Afrique. Parce que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la société civile est devenue consciente, où les réseaux sociaux ont développé une conscience citoyenne aiguë. C'est pas pour rien que la CEDEAO s'est fait huer à Conakry. Les gens maintenant, ces manœuvres entre palais pour se protéger mutuellement, ça passe plus.
J'ai entendu les Guinéens dire hier sur France 24, écoutez, où était la CEDEAO quand Alpha Condé massacrait les gens dans ce pays-là? Où était la CEDEAO quand Alpha Condé abolissait la constitution de ce pays? Voilà, ça, c'est de vraies questions. Donc, moi, je pense globalement que, de toute façon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de facteurs qui, à mon sens, dégagent des tendances lourdes. La première tendance lourde, c'est que les gens n'acceptent plus de pouvoir ad vitam aeternam. C'est terminé ça. Plus de troisième mandat, ça c'est clair. Deuxièmement, il y a une conscience citoyenne aiguë, davantage aiguisée par les réseaux sociaux. Troisièmement, il y a des armées de plus en plus vigilantes, avec des officiers et des officiers de plus en plus jeunes, de mieux en mieux formés, et qui ne vont plus accepter n'importe quoi. Ça, moi, c'est des données qui sont constantes. Moi, je voulais seulement très rapidement, le temps que nous est pas terminé. Allez-y, voilà, sur la limitation des mandats, je suis contre la limitation des mandats. Nous l'avons dit tout à l'heure que plus les régimes sont stables dans la durée, plus ils font des résultats. La limitation des mandats n'est pas un aspect démocratique. En Allemagne, Angela Merkel est à son 4e mandat. Son mentor, Helmut Kohl, a fait 4 mandats. Alors, c'est un système démocratique qui est là-bas et ce n'est pas des politiciens qui se réunissent pour dire qu'ils vont limiter les mandats, mais c'est le peuple qui va dire non, on le laisse continuer ou bien on l'arrête. Voilà, moi, je pense le temps que nous avons malheureusement terminé. Voilà. Merci à Dr Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Merci à Cheikh Yérim Seck, journaliste analyste politique. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci. Vous écoutez iRadio 90.